À partir de jeudi prochain, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage partout sur le terrain autour des écoles. On le porte évidemment dans les aires communes, comme c'est le cas depuis le début, mais on va devoir aussi le porter en classe. On a une nouvelle application. Cette application-là, au niveau de la sécurité, elle a été testée par le Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec. C'est complètement anonyme. C'est un mécanisme facile, automatique. Les chiffres démontrent que c'est utile. The case numbers on the rise. We all have to stay vigilant. La situation est toujours très critique. We all need to work together now to keep our schools safe. Plus de 30 hospitalisations aujourd'hui, en une journée, là. Plus de 15 décès. Comment on est arrivé à être avec cette courbe-là? C'est ça qui se pose comme question aujourd'hui. Si on veut rester en contrôle, il va y avoir des opérations de délestage. Aujourd'hui, je veux, au nom de l'État québécois, offrir mes excuses à la famille de Joyce et Chacun. Je souhaite profondément qu'on reconnaisse qu'ils ont des droits. Probablement qu'on n'aurait dû jamais parler de déconfinement. Le gouvernement va finir par manquer d'excuses. Je n'ai pas trouvé jusqu'à présent un expert qui est capable de me donner la recette, mais on la cherche. Je trouve que ça avance pas assez vite. Les suites aux recommandations du rapport viennent. Je vais m'impliquer personnellement. Et notre grande priorité, c'est d'augmenter le traçage. S'il veut freiner la propagation, s'il veut casser la deuxième vague, le retraçage, c'est un des éléments clés. Pourquoi il n'a pas demandé au gouvernement fédéral un coup de main? Moi, je travaille avec les gens en Ontario, je travaille avec le fédéral. Nous allons prendre, comme nous l'avons fait lors de la première vague, toute l'aide qui est disponible, Monsieur le Président. Alors, un reflet de la semaine sur la COVID et aussi il sera question du racisme systémique au carnet politique avec François Cardinal, éditorialiste en chef au quotidien La Presse, et Manon Cornelier, chroniqueur politique au Devoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toute une semaine, vous allez me dire, on a déjà répondu à toutes ces questions-là depuis le début, depuis des mois. Reste que du côté de la COVID, on a pris peut-être un petit tournant. François, ou encore le ministre Roberge, donc, annonce évidemment le port du masque. Vous avez des chroniqueurs chez vous qui en demandaient plus. Puis on a senti un certain, est-ce qu'on peut dire un agacement ou fatigue du côté du gouvernement, même aujourd'hui, du côté de Dr Arruda. Regard sur cette gestion de crise cette semaine de votre part? Oui, même M. Legault, aujourd'hui, a montré plusieurs signes d'impatience, beaucoup plus que dans les derniers jours, dernières semaines. Je pense que c'était l'image de la semaine, des dernières semaines. Le bilan est assez difficile au Québec, sans qu'on puisse toujours mettre le doigt sur le bobo. Je pense qu'il y a une partie du prix à payer pour notre relâchement individuel et collectif des dernières semaines, derniers mois. Vous parliez des écoles. Je pense que M. Roberge agit en conséquence, c'est-à-dire que vous avez des écoles qui sont dans leur communauté, dans un contexte où la transmission est communautaire. C'était normal qu'on resserre la vis dans les écoles, même s'il n'y a pas d'explosion des cas. Il y a une augmentation des éclosions. Je pense que c'était une bonne chose. Les masques, par exemple, partout dans l'école, etc. Le seul bémol, je dirais, pour les écoles, Anne-Marie, puis peut-être parce que j'ai moi-même un enfant de 17 ans, on avait promis de ne pas fermer les écoles. Or, en envoyant les jeunes de secondaire 4 et 5 une journée sur deux à l'école, on ferme les écoles une journée sur deux, là, de facto. Donc ça, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des décisions. Bon, l'enseignement en ligne, ça ne suffit pas, ça ne remplace pas. Non, et c'est surtout la motivation qui ne suit pas nécessairement. Oui. Alors pour vous, Manon, parce que la question que tout le monde se pose, au fond, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus? Parce que le gouvernement est peut-être un peu sur la défensive, tout en rappelant qu'il ne veut pas confiner. Je pense que le gouvernement, je pense qu'il fait à peu près tout ce qu'il peut. Ouais. La deuxième vague, pour se nourrir, s'appuie sur les restants de la première. Et on a eu la plus grosse première vague de tout le Canada. Alors, inévitablement, la deuxième, à moins qu'on prenne des mesures encore plus drastiques, va être inévitablement plus sévère qu'elle l'est dans les autres provinces, où d'ailleurs on prend des mesures un peu moins drastiques à certains égards. Et la chose peut-être, c'est peut-être qu'on a déconfiné trop vite en termes de ce qui a trait au rassemblement, par exemple, parce qu'il semble que ça a été la source de bien des maux. Mais écoute, je ne voudrais pas être dans leurs souliers. C'est du jamais vu, tout ça.
et les gens essaient autant qu'ils le peuvent de s'appuyer sur des données scientifiques, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent. On n'a jamais rien géré de tel. Donc, inévitablement, il y a de l'essai-erreur et on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Je pense qu'effectivement, là, c'est une faiblesse qui a été dénotée cette semaine, c'est la question du traçage. On voit qu'il manque de personnel, on fait appel aux gens sur Je contribue, mais on apprend que cette aide offerte par le fédéral a tardé à être acceptée ou à être conclue finalement. Et donc, là, le ministre Dubé dit d'ailleurs qu'il veut essayer d'éclaircir pourquoi il y a ce retard-là, parce que le Québec en a absolument besoin. C'est un maillon essentiel de cette chaîne de contrôle de la transmission, mais je pense que les messages sont beaucoup plus clairs, par contre, cette semaine que la semaine dernière. Message plus clair, François, mais est-ce que le gouvernement, malgré son optimisme, peut paraître dépassé par les événements? La complexité, le docteur Arruda disait, on ne le sait pas, là, on ne peut pas faire des recommandations sans tenir compte de certaines expertises, mais ça va dans tous les sens aussi, les expertises, là. Oui, puis je les sentais quand même désemparés aujourd'hui, plus que les autres jours. Dr Arruda, par exemple, aujourd'hui, à un moment donné, est parti sur un long monologue. J'aime bien ce caractère authentique, tant mieux si on peut sortir des lignes. Mais le Dr Arruda a alors dit qu'il ne savait pas trop pourquoi le Québec était dans une posture aussi difficile par rapport à d'autres juridictions similaires. Rappelez-vous, il y a quelques jours, il avait parlé d'une souche de virus différente. Ça ne tient pas la route quand on vérifie. C'est le même virus pour la deuxième vague qu'ailleurs au pays. Et donc, on sent quand même qu'à Québec, ils sont désemparés. Il y a plusieurs facteurs. Je vous parlais du relâchement des Québécois. Il y a aussi la machine qui ne suit pas toujours. Manon vient de donner l'exemple des téléphonistes de Statistique Canada qu'on n'a pas été chercher. Mais il y a aussi le jeu politique. On peut en reparler, mais l'application de traçage COVID Alerte, je comprends mal le jeu des partis d'opposition à Québec qui ne sont pas derrière le gouvernement pour faire appel aux Québécois pour que tout le monde, ou en tout cas le plus grand nombre, le télécharge. Et pour vous, la question du traçage, je l'avais évoqué aussi, Manon, le gouvernement voulait à un moment donné avoir sa propre application. Oui. Mais là, il doit bien se ranger avec les autres provinces. Mais c'est parce que si on veut que ce soit efficace, si on pense entre autres à tous les gens qui vivent dans l'Outaouais, la majorité des gens qui se retrouvent à croiser et à côtoyer font le pont entre les deux provinces, Ontario et le Québec. C'est quand même un des grands centres urbains du Québec. Mais aussi, bon, pour les gens qui voyagent ou pour le travail, je ne sais que trop. Mais plus il y a de gens qui ont exactement la même application, plus cet appareil, ce mécanisme devient efficace. Je reviendrai sur la question de on ne sait pas trop pourquoi au Québec. Oui, je pense. J'ai parlé à un scientifique sur la question qui suit ces choses-là et qui dit, vous savez, en science, pour avoir une vraie réponse scientifique, on aura besoin de recul. Là, on est encore dans le feu de l'action où on essaie de faire de notre mieux, mais face à un ennemi nouveau, inconnu avant, d'une ampleur mais Dr Arruda l'a un peu dit aujourd'hui. Je vous interromps rapidement pour dire que Dr Arruda laisse entendre un jour, on aura des doctorats pour ça. Je pense que c'est un peu ce qu'il a dit. J'en étais des scientifiques. Mais ça reste... Est-ce que c'est le mystère Québec? C'est ça qui est troublant quand même, parce qu'on a vu la liste des cas dans les derniers séjours. Là. On est juste après l'Illinois. Si je peux me permettre là-dessus, M. Dubé a laissé entendre pendant la semaine que le comportement des Québécois était peut-être un des problèmes. Je pense qu'il a raison. On n'ose pas trop le dire à Québec pour ne pas montrer du doigt. Legault, je pense, a contredit. Les citoyens, mais exactement. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas mettre la faute sur les citoyens, mais en même temps, les courbes reflètent le comportement de ces mêmes citoyens-là. Et je me souviens d'un sondage léger à la rentrée qui montrait que 67 des Canadiens anglophones craignaient une deuxième vague, craignaient d'attraper le virus, alors qu'au Québec, on était 43 à peine à avoir cette même inquiétude. Donc, on peut présumer derrière qu'il y a un relâchement idoine. Je vous avais interrompu là-dessus, Manon, fait que je vous redonne la parole sur le même point, cette comparaison. Oui, mais cette comparaison-là n'est pas mauvaise parce qu'on n'a pas la même culture au niveau du rapport social, au niveau du contact physique. D'ailleurs, on le voit dans les sociétés latines. La propagation du virus, souvent, se révèle très vigoureuse.
on se fait la bise, etc. Mais oui, il y a une différence de culture, de comportement, de négocier les rapports sociaux. C'est évident. Mais il y a d'autres raisons aussi qu'il faudra étudier, justement, qu'il faudra analyser. Et on espère ne jamais avoir à se servir des leçons qu'on va Non, mais c'est troublant quand même. Il y a un mot quand même sur la question de M. Legault, le débat sur la notion de racisme systémique et ses propos aujourd'hui à l'égard de la ministre Manon. Je commence avec vous là-dessus. Il regarde ça. Je pense qu'on sent la perte de confiance envers la ministre qui, le jour du premier anniversaire du rapport vient, en fait état, mais ne mentionne nullement le drame de Joyce Echaquan, alors que c'est justement le manque de mise en œuvre du rapport vient. Explique un peu aussi la situation qui perdure dans des hôpitaux, comme on le vit à Joliette. Puis elle-même, elle mettait ça un peu sur le dos de Ghislain Picard qu'on a interviewé là-dessus. Un mot rapide là-dessus pour passer à vos indignations, François. Bien, en juin dernier, François Legault ne voulait pas reconnaître l'existence de racisme systémique en disant « on va agir ». Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas agi et on ne reconnaît toujours pas le racisme systémique. C'est un problème et je pense que ça va devenir un boulet pour ce gouvernement-là s'il n'agit pas, s'il ne met pas des mots sur les problèmes, peut-être en le nommant, ne serait-ce qu'en disant qu'il y a une discrimination systémique. À tout le moins, quand on le nomme, mais on peut être plus à même de pouvoir régler le problème. Un ou une minute avec des vrais points. Il reste une petite minute, 30 secondes chacun. Indignation, François, le NPD. Bien, le NPD, en fait, le NPD qui ne laisse pas la place à la chef des Verts qui se présente en Ontario dans une élection partielle. En 2019, on se rappellera que Jack Mitzing avait eu cette civilité-là de la part des Verts qui lui avait laissé toute la place. Je pense qu'il aurait pu leur rendre le même comportement aujourd'hui. Et pour vous, Manon, votre indication? C'est que mon indignation est que M. Justin Trudeau, dans une entrevue à Radio-Canada, a invoqué ce scénario complètement fictif d'un danger d'un complot pour renverser le gouvernement Bourassa lors de la crise d'octobre de 70, alors qu'on sait très bien que ce complot-là n'a jamais existé, que c'est une histoire le père de M. Trudeau et Marc Lalonde ont soufflé dans l'oreille d'un journaliste torontois. Peter Newman. Oui, et tout ça parce que M. Trudeau cherche des raisons pour justifier de ne pas s'excuser pour les atteintes aux droits civils et fondamentaux de certains Québécois qui n'avaient rien à voir avec toute cette crise. Oui, parce que même M. Lalonde a déjà déclaré sur nos ondes dans le passé que cette histoire de gouvernement provisoire, c'était complètement farfelu. Oui. Alors, et là, on voit que les NPD, par contre, demandent aussi des excuses. Il y a M. Singh et il y a eu M. Molker dans la Gazette. Très bien. Merci, François. Merci, Manon. Bonne semaine. François, je pense qu'on vous retrouve avec Céline plus tard. Oui, tout à fait. Au revoir. Bonne soirée. À la semaine prochaine, tous les deux.